Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Au risque de l'histoire et merci, un grand merci pour votre fidélité. Alors, parce que nous, Français, vivons sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État, eh bien nous avons tendance à nous représenter le passé comme une constante opposition entre d'une part le pouvoir spirituel et d'autre part le pouvoir temporel. L'État moderne se serait ainsi construit à partir du règne de Philippe le Bel à la charnière des XIIIe et XIVe siècles. D'ailleurs, n'est-ce pas ce roi de France, Philippe le Bel, pourtant petit-fils de Saint Louis, qui est à l'origine du fameux attentat d'Ananie qui visait à kidnapper le pape Boniface VIII afin de le faire juger ? Alors l'attentat d'Ananie aurait été ainsi le point de départ d'un mouvement inexorable qui aurait finalement abouti à la fameuse séparation de 1905. La réalité est naturellement plus complexe et l'histoire, vous le savez, n'est absolument pas le récit d'une fatalité. L'émission Au risque de l'histoire vous propose aujourd'hui de traiter d'un thème absolument original et totalement méconnu. Comment l'Église a-t-elle influencé la naissance de l'État moderne ? Dans ce mouvement, quel rôle joue la fameuse réforme grégorienne du XIe siècle ? Quel rôle joue aussi la papauté d'Avignon au XIVe siècle ? Comment des hommes d'Église vont s'investir dans le service de l'État ? Comment les compétences vont pour ainsi dire se conjuguer, s'imbriquer ? C'est ce que je vais voir avec mes deux invités, Jean-Philippe Genet et Christine Baralis. Jean-Philippe Genet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, professeur émérite de l'université Panthéon-Sorbonne et vous êtes le directeur d'une collection de plus de 12 tomes. Je ne vais en présenter qu'un seul, celui que j'ai utilisé pour préparer cette émission. Un livre que vous avez co-dirigé avec Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivray et donc Christine Baralis, qui s'appelle « Église et État », Église ou État, paru aux éditions à l'École française de Rome et aux presses universitaires de la Sorbonne, donc les clercs et la genèse de l'État moderne. C'est un livre en hommage à Hélène Millet, qui est une historienne qui a beaucoup fait pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et qui est largement cité dans cet ouvrage. Christine Baralis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Vous êtes historienne, médiéviste française, professeure, maîtresse de conférence. Maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine. Et donc, vous avez participé à ce livre. Vous êtes aussi spécialiste du pouvoir épiscopal. Je pense, chère madame, que nous nous retrouverons pour parler du pouvoir épiscopal à l'époque médiévale. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Philippe Genet, même si nos auditeurs, nos téléspectateurs ont, pour les plus fidèles, déjà entendu parler de la réforme grégorienne, parce que tout commence avec la réforme grégorienne, pourriez-vous nous la redéfinir très simplement ? Alors, je ne peux pas la définir simplement parce qu'il y a deux définitions. Il y a les définitions traditionnelles de l'historiographie qui reposent sur l'historiographie allemande et qui réduit un petit peu la réforme grégorienne à la lutte de la papauté et de l'Empire. Donc la façon dont les papes ont fini par s'affranchir du pouvoir des empereurs dans une lutte qui a duré un bon siècle. Et voilà. Et puis, il y a le XIe siècle. Oui, c'est ça. Et puis il y a une définition beaucoup plus large qui est celle que les historiens d'aujourd'hui, je pense à Florian Mazel ou d'autres, emploient, qui est une sorte de révolution, on pourrait presque dire culturelle, une révolution de civilisation qui voit l'Église en fait se transformer. Les historiens protestants du XVIe siècle, c'est celle-là qu'ils visaient quand ils voulaient revenir à l'Église d'avant. Ils voulaient revenir à une Église où il y avait des prêtres mariés. Ils voulaient revenir à une Église où les prêtres étaient beaucoup plus proches des fidèles, avec une grande exception. C'était une Église, pour les protestants, sans régulier.
sans ordre régulier. Or, sans moine. Oui, sans moine. Voilà. Or, l'Église d'avant la réforme grégorienne, elle est essentiellement dominée par les grandes abbayes et les grandes abbayes bénédictines, qui ont été à l'abri des tourments nés de la chute de l'Empire carolingien, dans une époque où les villes sont encore très peu de choses. On est avant le développement des villes, que l'essor économique qui va se durer pendant près de 3 siècles va amener. Donc il n'y a pas beaucoup de villes, les gens des villes ne comptent pas. Les évêques, du coup, ont une importance réduite. Ils sont très souvent des espèces d'auxiliaires des pouvoirs laïcs. Donc c'est une église de moines. Et la réforme grégorienne, en fait, va consister dans le fait que ces moines, ces gens qui sont habités par l'idéologie monastique, vont prendre le pouvoir au niveau même de la papauté et en faire le lieu de pouvoir essentiel dans l'Église. Et le paradoxe, c'est qu'ils vont le faire avec l'appui des empereurs allemands qui voulaient justement avoir des auxiliaires dignes de ce nom, qui voulaient s'appuyer sur une vraie Église, sur des clercs compétents, et qui donc vont favoriser cette reprise en main, enlever la papauté à la noblesse sénatoriale romaine qui était perclue de corruption en tout genre, et donc y mettre des clercs compétents. Ce sont Léon IX, voilà, c'est un clerc alsacien, et donc des gens qui ont été formés dans les grandes abbayes et dans le milieu curial impérial allemand. Et donc, une fois qu'ils vont être là, ils vont tout faire pour justement échapper à cette tutelle impériale et assurer leur propre pouvoir et rénover de l'intérieur, de fond en comble, l'Église. Alors, la réforme grégorienne, c'est Grégoire VII, mais l'historiographie, les études historiques montrent qu'à la fois la réforme grégorienne, c'est avant Grégoire VII et après Grégoire VII. Effectivement. En fait, Grégoire VII a donné son nom à la réforme, mais elle commence bien avant. On l'a fait commencer maintenant, on va dire, plutôt au milieu du XIe siècle, vraiment, et on l'a fait se poursuivre. Alors, il y a des débats, justement, sur la fin de la réforme grégorienne, puisque la querelle avec les empereurs se poursuit au cours du XIIe siècle, mais le premier grand moment de querelle s'achève en 1122, avec le fameux Concordat de Worms, qui qui pose certains principes, on va dire, de différenciation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, qui en l'occurrence dit que les empereurs ne peuvent plus nommer directement les évêques, limitent leur pouvoir en la matière. Mais maintenant, donc traditionnellement, à la fin du XIXe siècle, on disait la réforme grégorienne s'arrête là. Et en fait, maintenant, on poursuit, on dit plutôt que la réforme grégorienne va jusqu'à la fin du XIIe, au tournant du XIIe, XIIIe siècle, parce qu'en fait, le grand mouvement justement de renouveau interne de l'Église, de transformation interne de l'Église, s'est largement poursuivi tout au long du XIIe siècle. Il s'est poursuivi sur les bases idéologiques qui avaient été posées à la fin du XIe siècle, mais la mise en œuvre, elle, a été très longue. C'est une réforme du pouvoir, on va y revenir, une réforme juridique, mais c'est aussi une réforme des mœurs. Vous parliez du fait que certains prêtres soient mariés. Il y a une nouvelle discipline, il y a une réforme du corps clérical de manière générale. Oui, cette réforme du corps clérical, c'est précisément le fait que l'idéal monastique est imposé en quelque sorte aux clercs séculiers. Donc on leur impose le célibat, et toutes sortes de règles. Et c'est surtout une volonté aussi de mieux distinguer clerc et laïc. Et justement, le fait d'imposer, par exemple, le célibat aux clercs, de s'inspirer des vertus monastiques pour essayer de promouvoir, par exemple, la vie commune parmi une partie du clergé séculier, tout ceci vise à mieux distinguer les deux groupes qui, en fait, d'ailleurs, mieux, c'est un peu... c'est à ce moment-là, justement, qu'émerge pleinement la distinction entre
clercs d'un côté et laïcs de l'autre, même si elle était déjà plus ou moins en germe avant. Enfin, elle existait un peu, mais c'est là que vraiment se cristallisent les différences. Et cela participe en fait d'un projet général, justement, des grégoriens, qui vise à faire des clercs vraiment les intermédiaires obligatoires absolus entre le peuple des laïcs et Dieu, et donc à renforcer ce statut des clercs, à en faire ceux qui sont les seuls habilités à porter, qui doivent incarner la pureté, parce qu'ils sont les seuls habilités à toucher le cœur de Dieu à travers l'hostie, puisque c'est aussi le moment où s'impose complètement, où les grégoriens en fait imposent partout le dogme de la transsubstantiation, c'est-à-dire le fait que lors de la consécration de l'hostie, vraiment l'hostie devient le corps de Dieu. Ce qui auparavant n'était pas en fait un dogme appliqué partout, enfin reconnu partout. C'est ce moment-là qui est vraiment un tournant. Je reviens sur la distinction laïc-clerc qui est véritablement un marqueur de la réforme grégorienne. Ça veut dire qu'avant, les pouvoirs étaient davantage imbriqués entre le monde des clercs et le monde des laïcs? Alors oui, au niveau des pouvoirs, très clairement, il y avait une imbrication beaucoup plus forte. Par exemple, si l'on prend l'époque carolingienne sur le continent, les évêques agissaient pleinement en lien avec les pouvoirs temporels pour faire, par exemple, lorsqu'ils voulaient évangéliser des territoires, ils le faisaient véritablement en lien avec les princes, avec les rois, et de la même manière, en fait, ils étaient aussi pleinement imbriqués dans l'appareil en fait de gouvernement. Ouais. Enfin, appareil est peut-être un bien grand terme, mais ils avaient un peu le même rôle que les comtes, en fait, laïcs dans l'Empire. Le système Dominici carolingien, c'est toujours un comte, un évêque, les envoyés du maître. Du maître, voilà. Un comte, un évêque, ils travaillaient ensemble. Et avec un rôle assez similaire finalement au service du roi. Alors quand on parle d'État, évidemment on pense au droit. Est-ce que la réforme grégorienne est aussi une révolution juridique? Sous-entendu, est-ce que la réforme grégorienne va développer tout un corpus juridique afin de légitimer sa position? Oui, mais c'est un phénomène qui est très progressif. D'abord, il faut penser qu'avant la réforme grégorienne, il y avait quand même un droit. C'est-à-dire que l'Occident a vécu sur le droit romain de Théodose, mais qui était déformé par les différentes lois barbares. On a tous entendu parler, je sais pas, des lois franques, des lois gothiques, etc. Bon, avec la réforme grégorienne, les choses vont changer, mais je dirais pas parce qu'on a voulu changer le droit, c'est simplement parce qu'il y a une amélioration générale de la culture et de la culture savante. Un des effets essentiels de la réforme grégorienne, ça a été de développer les écoles. D'abord les écoles épiscopales, alors qu'avant c'était les monastères qui formaient les gens, c'était les écoles des abbayes. Donc là, partout, il va y avoir des écoles épiscopales. Et puis parmi ces écoles épiscopales, il y en a certaines qui vont prendre une importance beaucoup plus grande, à cause justement de l'aide de la papauté qui a tout fait pour ça. Alors, pour la théologie, chacun le sait, c'est Paris. Pour le droit, c'est Bologne. Et les juristes qui sont à Bologne vont utiliser un droit qui vient directement du monde byzantin, c'est-à-dire le code justinien qui a transité par la Sicile jusqu'aux grandes abbayes de la région de Campanie et de Latium, Subiaco et autres. Et là, des exemplaires du droit romain sont venus. De là, ils sont allés à Bologne. Et c'est là, à Bologne, que vont s'affronter les représentants du pape, les représentants de l'empereur, ceux qui sont favorables au pape, ceux qui sont favorables à l'empereur, dans les procès que les juristes vont effectivement mettre en scène en s'appuyant sur ce droit romain dont ils vont essentiellement se servir pour réformer le droit canon. Il faut savoir qu'avant le XIIe siècle, il n'y a pas de collection décrétale, c'est-à-dire de décisions pontificales, qui soient répandues dans toute l'Europe. Personne n'a les mêmes. Ce sont des collections différentes qui sont plus ou moins bonnes.
Et là, on va pouvoir unifier ce droit canon. Ça va être le texte célèbre qu'on appelle le décret de Gratien, qui est un texte du XIIe siècle qui va être repris ensuite partout, commenté partout. Et les juristes à Bologne, et aussi à Paris d'ailleurs, parce que c'est aussi une école de droit importante, vont unifier ce droit qui va devenir un outil d'autant plus utile finalement que les souverains vont pouvoir s'en servir à leur profit en développant le droit romain contre le droit canon, c'est-à-dire en prenant la position du princeps romain qu'ils s'attribuent, c'est ce que font les empereurs, et on assiste à une bataille des droits qui fait que partout on a des juristes de très grande valeur. Plusieurs des papes sont d'ailleurs eux-mêmes des juristes de grand renom. Donc en fait le droit, le fameux décret de Gratien, c'est un décret qui à la fois prend sa source dans le droit romain, dans le droit byzantin. Alors Rome était à Byzance, on est d'accord, mais il y avait aussi le droit barbare, on imagine le droit coutumier, etc. Mais est-ce qu'il ajoute à cela une nouveauté? Est-ce qu'il développe un propre droit canon? Alors, le décret de Gratien n'intègre pas les droits barbares, d'accord. Parce que c'est du droit canon, c'est-à-dire d'église, et les droits barbares sont des droits civils, on va dire. La caractéristique du décret de Gratien, c'est qu'en fait, il fait la synthèse de tous les textes juridiques de l'Église qui avaient pu être produits jusque-là. Il essaie d'en faire une synthèse raisonnée. Et il y en avait qui venaient du monde barbare quand même ? Alors, il y a eu des textes, évidemment, d'Église produits à l'époque barbare, des conciles faits au temps des rois wisigoths, des 6e siècle, 7e siècle, bien sûr. Mais justement, la difficulté, c'est qu'à l'époque, ces conciles produisaient un droit qui était généralement un droit d'envergure régionale ou au mieux à l'échelle d'un royaume. Et du coup, entre un concile qui avait lieu chez les Wisigoths en Espagne ou un concile chez les Francs en Gaule, on pouvait avoir des décisions qui n'étaient pas tout à fait compatibles, on va dire, qui n'étaient pas tout à fait cohérentes. Et l'effort, en fait, de l'équipe rassemblée autour de Gratien à Bologne au XIIe siècle, ça a été d'essayer de rassembler tout ce droit pour produire une synthèse cohérente. Et au passage, ce droit, en fait, la rédaction de cette synthèse s'est aussi imprégnée, effectivement, de principes du droit romain. Donc, on voit introduire, en fait, dans le droit canon, mettre en valeur des éléments qui viennent du droit romain. Et puis, surtout, on va voir intégrer, en fait, dans ce décret de Gratien, une part, en fait, des nouvelles décisions issues de la réforme grégorienne, des conciles grégoriens. Et ensuite, l'œuvre va être poursuivie par des collections de décrétales, donc de décisions pontificales, à partir en fait du XIIIe siècle, qui vont permettre de justement diffuser l'ensemble du droit produit par la réforme après Gratien et après les premiers grégoriens. Alors, oui, je vous en prie. Justement, le droit romain, c'est pour une large part une sorte, je dirais, de méthodologie, de fonctionnement intellectuel du raisonnement juridique, puisque le droit romain lui-même, c'est une série de textes tout aussi disparates que le décret de Gratien. Il y a des décisions de jurisconsulte du 1er ou du 2e siècle, il y a des nouvelles impériales, enfin des lois impériales du 5e ou du 6e. Vous voyez, c'est un grand mélange. Mais par contre, il y a une sorte de cohérence d'ensemble, et c'est cette façon de fonctionner que les juristes vont introduire dans l'ensemble du droit, y compris d'ailleurs, ils vont ensuite l'utiliser pour le droit coutumier ou pour des droits différents. C'est, on peut dire, véritablement la naissance de la science juridique qui va venir là. Mais alors Jean-Philippe Jeunet, vous disiez que les États vont développer leur propre droit qui va aller à l'encontre du droit canon, mais non, pas forcément. Alors, justement, je vais rebondir justement sur cette question, parce que vous parliez de synthèse. L'idée qu'il y ait un État qui se crée avec son droit, et donc ça soit, au fond, un État centralisateur, c'est une idée qui est reprise par l'État lui-même. C'est une idée, oui, mais qui est relativement tardive, je dirais. Le premier souverain français il a fait... Je crois, une seule chose qu'on peut considérer comme une loi qui vaut pour l'ensemble du royaume, c'est Louis VII. Avant, ça n'existe pas. Les rois d'Angleterre ne fonctionnent pas comme ça. Les rois anglo-saxons avaient fait des lois, mais les rois anglo-normands, tout ça, ils n'ont
pas fait de... Ils ont mis en place un système juridique et un système politique qui va accoucher de lois, mais ils ne vont pas faire directement des lois. C'est quelque chose, créer des lois, il y a des pages éblouissantes de Ernst Kantorowicz dans les 2 corps du roi là-dessus, c'est créer de toutes pièces de loi, d'une certaine façon, c'est un blasphème. Il n'y a que Dieu qui peut créer des lois. Les seules lois qui s'imposent à l'homme de façon incontestable, ce sont les lois divines. Donc, créer une loi, ce n'est pas si facile que ça. Et pendant longtemps, seuls les empereurs ont justement utilisé cette possibilité. Mais en quoi alors l'Église va influencer justement la constitution de l'État? Là, on va parler uniquement sur le plan juridique. On viendra après sur l'administration, la fiscalité. Alors, sur le plan juridique, il y a eu quand même... En fait, il faut voir le droit des États qui va se constituer à la fin du Moyen-Âge et le droit de l'Église comme en permanent dialogue. C'est-à-dire que l'un s'inspire de l'autre en permanence. Par ailleurs, l'Église inspire quand même le droit, on va dire, par exemple en France royale, parce qu'il faut distinguer quand même le cas de la France ou de l'Angleterre qui, au XIVe et XVe siècle, vont être des États un peu centralisateur autour de la personne du roi, mais ailleurs en Europe, on a des États qui se construisent différemment. Donc nous avons, en tant que Français, une vision très centralisatrice de l'État, qui n'est pas forcément celle qu'on observe en fait dans le reste de l'Europe à la fin du Moyen-Âge, et il faut en avoir conscience. Donc si on parle de cette vision un peu centralisatrice, pour le coup, mais ça c'est valable un peu partout en Europe, l'Église, le droit de l'Église plutôt, inspire fortement le droit en matière judiciaire des princes et des princes, des rois à partir du XIIe siècle. Parce que l'Église met au point, avant les princes pour le coup, ce qu'on appelle la procédure romano-canonique. Et en son nom, on voit bien que c'est un droit qui est canonique, mais qui aussi prend des éléments du droit romain. Et c'est une nouvelle manière, en fait, c'est un nouveau type de procédure juridique, c'est-à-dire une nouvelle manière de faire les procès, avec un certain type de principes nouveaux, mettant en valeur en particulier la nécessité de faire des enquêtes, mettant en valeur la nécessité que chacun qui est concerné par une affaire puisse être entendu lors de cette affaire. Oui. Donc toute une série en fait, de principes de fonctionnement du droit qu'on va voir d'abord mis en œuvre dans les tribunaux ecclésiastiques et qui très vite en fait, vont être repris par les tribunaux royaux. Notamment en France. Et sur le plan religieux, ça a un effet important, c'est que justement, ça empêche le pouvoir laïque d'utiliser des procédures qui ressortent du sacré. On parle toujours des ordalies, voilà, c'est bien connu. Quand on a justement, dans les conventions et autres au XIe, XIIe siècle, très souvent, on ne savait pas quoi décider, on n'avait pas fait d'enquête, donc on s'en remettait à Dieu et on faisait, les gens allaient marcher sur des charbons ardents, s'ils étaient brûlés, ils étaient condamnés, s'ils ne l'étaient pas. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'intervention du sacré. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est absolument impensable dans la mentalité grégorienne. L'enquête évite ça et on ne fait plus du tout appel au sacré. Et en tout cas, ce ne sont plus des laïcs qui vont se mêler de problèmes et d'accès au sacré. Alors il y a une autre idée qui est juridique. Je pense qu'on n'est pas technique, je pense qu'on est accessible, donc j'en suis très heureux, c'est l'idée de souveraineté. Au fond, la papauté légitime son pouvoir face au pouvoir impérial, puis ensuite au pouvoir royal d'un Philippe le Bel qui le conteste. Est-ce que, justement, par voie de conséquence, parce que la papauté légitime son pouvoir, la royauté elle-même développe son propre droit à la souveraineté ? Ce n'est pas une question de droit à la souveraineté, c'est une question d'être souverain ou de ne pas l'être. Et d'une certaine façon, l'Église elle-même a favorisé le pouvoir souverain. C'est le pape, après tout, qui a autorisé les rois de France à se considérer qu'ils sont souverains en leur royaume. Pourquoi ? Parce que ça affaiblissait l'empereur. L'empereur, du coup, ne pouvait plus prétendre être le souverain des autres et les pouvoirs laïques disposaient ainsi d'une souveraineté que l'Église acceptait. Parce que l'Église, il faut quand même pas oublier, c'est un des principes fondamentaux, ça aussi, de la réforme grégorienne qu'on a tendance à oublier, qui est que l'Église ne doit pas
faire couler le sang et ne doit pas utiliser la force. Elle délègue la force, censément sous son contrôle, au pouvoir souverain qui, eux, vont avoir le sang sur les mains. Et c'est pour ça que l'Église n'est intervenue dans ce domaine qu'à la fin du XIe siècle, avec l'idée de croisade. Et la croisade étant considérée comme la seule guerre légitime, parce qu'elle est faite pour sauver le tombeau du Christ. Et si on revient effectivement sur cette idée de est-ce que l'Église a favorisé ou pas la souveraineté, finalement, enfin, l'aspiration à la souveraineté des souverains temporels, on peut faire un lien de façon très large. Effectivement, si on repart de la réforme grégorienne pour arriver jusqu'à cette question, la réforme grégorienne a posé, un des cœurs de la réforme grégorienne, c'était l'aspiration de l'Église à être indépendante, autonome vis-à-vis des pouvoirs temporels. Donc les papes ont revendiqué effectivement leur propre souveraineté. Et face à cela, en fait, les souverains temporels, progressivement, ont cherché, du coup, eux-mêmes, à s'affirmer vis-à-vis de cette affirmation du pape, pour eux-mêmes ne pas être vus seulement comme des vassaux du pape, enfin comme des inférieurs au pape, ce que le pape souhaitait se poser en supérieur par rapport au roi. Eh bien, ils ont du coup également, ça n'est pas la seule raison bien sûr, mais ils ont cherché à affirmer leur souveraineté. Ils ont puisé dans le droit romain pour valoriser finalement ce qui fait la spécificité de leur pouvoir vis-à-vis du pape. Et on peut dire qu'il y a eu émulation mutuelle finalement entre l'Église et les rois pour affirmer chacun vis-à-vis de l'autre. S'il n'y avait pas eu cette concurrence, peut-être effectivement que les choses auraient tourné autrement. S'il n'y avait pas eu donc cette affirmation depuis la réforme grégorienne de l'indépendance de l'Église. L'Église avait besoin du pouvoir des souverains temporels, ne serait-ce que pour lutter contre l'hérésie, puisqu'elle pouvait condamner l'hérésie pour des motifs intellectuels ou religieux, mais elle ne pouvait pas intervenir contre la personne des hérétiques. C'était le pouvoir séculier qui le faisait. Il fallait donc qu'il dispose d'une souveraineté pour ce faire. Oui, c'est le paradoxe. En fait, ils veulent être autonomes, mais ils ont toujours besoin l'un de l'autre. Ils ont toujours besoin de l'un de l'autre. Alors, dans votre livre, il y a un aspect important qui est accordé aux pratiques administratives et fiscales. Parce que quand on parle d'État de droit, on parle de l'administration d'État et aussi de la fiscalité de l'État. Est-ce que là aussi, l'Église, alors les impôts existaient avant, il y a eu une administration romaine sous l'Empire romain, en quoi l'Église va, toute la période du XIe et jusqu'au XIVe siècle, avec la papauté d'Avignon que j'évoquais en début d'émission, comment cette papauté d'Avignon va aussi influencer les corps des différents royaumes ? Alors, l'Église a été assez précoce dans le développement d'une administration, pour le coup, en tout cas la papauté. Mais on trouve aussi quand même un développement précoce de l'administration, par exemple en Angleterre au XIIe siècle, chez les rois anglais du XIIe siècle. C'est, par exemple, pour tout ce qui est le développement de l'écrit, de la conservation de l'écrit, la constitution, par exemple, de registres pour enregistrer les écrits que fait le souverain, en l'occurrence le pape, mais ensuite éventuellement les rois. Le pape, incontestablement, a été un des premiers en Europe à développer une administration de l'écrit importante. Jusqu'à quel point cela a été un modèle ou pas pour les rois, c'est un débat, mais chronologiquement parlant, on voit que le roi d'Angleterre, le pape, sont vraiment les tout premiers à le faire. Et on voit des méthodes de l'administration pontificale qui sont reprises de facto dans des administrations royales, comme justement l'usage du registre. Du point de vue de la fiscalité, l'Église développe sa fiscalité là aussi assez tôt, une fiscalité générale, parce que c'est ça en fait l'idée, ce qui est au cœur aussi, un des cœurs de l'État moderne, ça, je laisserai après Jean-Philippe en parler mieux que moi, c'est le fait d'avoir un impôt qui pèse sur tout le royaume et qui est décidé par le roi et qui est surtout un impôt régulier.
Et là encore, finalement, l'Église a réussi à mettre en place un impôt presque régulier sur ces clercs, uniquement les clercs, un petit peu avant que les rois n'arrivent à le faire. Mais est-ce que pour autant les rois se sont totalement inspirés de l'Église ? C'est pas aussi uniforme. C'est au niveau du principe surtout, je dirais, parce que dans la réalité, effectivement, les choses ont été beaucoup plus lentes. Il y a un développement de la fiscalité. On a parlé de l'avance anglaise. C'est un peu par le fait que l'Angleterre était une conquête, les Normands n'étaient pas là, donc ils étaient lointains, ils étaient ducs de Normandie, ils passaient relativement peu de temps en Angleterre, il fallait donc que le pays soit administré, et surtout qu'il soit exploité, parce que la conquête anglaise, il faut bien voir ce que c'est, on a raflé tout ce qu'on a pu en Angleterre, l'aristocratie normande, voilà, et les souverains les premiers. Donc il y a une administration qui a été mise, celle de l'échiquier, qui a été mise en place assez tôt. Mais le vrai début de la fiscalité d'État, en fait, c'est lié aussi à la croisade. Parce que la fiscalité d'État, elle naît vraiment des besoins de la guerre. C'est la guerre qui impose le recours à la fiscalité. Alors, par exemple, les Français, c'est un peu plus tard, parce que le roi de France était très riche. Donc, il n'a pas eu besoin de fiscalité pendant longtemps. Il avait un très vaste domaine, ça suffisait. Mais quand il a eu besoin, il l'a fait. Pour introduire l'impôt, on s'est servi de l'idée de l'impôt de croisade. Les premières levées d'impôts en France et en Angleterre, c'est la fin du XIIe siècle. Et on prend l'idée de croisade. Et d'ailleurs, les premières levées d'impôts, on envoyait en général un clerc, au sens d'administrateur, avec un hospitalier ou un templier à côté pour donner une sorte de pouvoir symbolique à la levée royale. C'était une levée la première levée fiscale française, ça a été pour contribuer à la croisade. Et alors, ce n'est que progressivement, peu à peu, qu'est née l'idée qu'on pouvait faire appel à l'impôt. Alors, en Angleterre, Jean Santerre l'a fait au culot, ça avait marché pour la croisade, donc il a réessayé, ça a marché. Une fois, deux fois, puis la troisième fois, c'était la révolte générale. Donc ça s'est arrêté. La France, c'est beaucoup plus tard. Donc c'est un processus très long qui s'est mis en place, dans lequel il faut prouver que le souverain a la légitimité pour le faire. Parce que qu'est-ce que c'est que l'impôt ? C'est prendre votre bien qu'on vous reconnaît, qu'on vous garantit même par la protection de l'État, mais on en prend une part pour le bien de tous. Et pour la défense de tous, la défense de la communauté et la défense des biens de la communauté. C'est ça. Donc, ça a été très long à mettre en place. On l'a fait d'abord pour des motifs exceptionnels, et donc c'était pas régulier. Puis peu à peu, ça s'est régularisé. Mais en France, ça a mis plus d'un siècle à se régulariser. Il ne faut pas croire que ça s'est fait très facilement. Et si ça a pu se régulariser, c'est que tout de même, les souverains ont été obligés de faire appel pour justifier l'appel à l'impôt à des représentants de la communauté politique. La naissance du Parlement en Angleterre, la naissance des États généraux en France. Alors en France, on parle toujours des États généraux, on oublie qu'en fait, il y a des États provinciaux qui sont beaucoup plus fréquents que les États généraux, mais c'est le même phénomène que vous avez. C'est les Cortés en Castille, en Portugal, en Catalogne, dans tout ce qui est les États. Les villes restant à part. Et c'est important de dire ça parce qu'il ne faut pas oublier que si on parle pouvoir financier, les villes au Moyen-Âge sont très importantes. Certaines villes sont au moins aussi puissantes que les États. Et notamment en Italie. Et voilà. Alors, la mention des États généraux et des États provinciaux est importante parce que le sujet suivant que je souhaitais aborder, ce sont les pratiques conciliaires. Les pratiques conciliaires, le premier concile est considéré comme étant le concile de Jérusalem mentionné dans les Actes des Apôtres, et c'est une pratique régulière que l'Église se réunisse afin de prendre des décisions. Est-ce qu'on peut considérer les États provinciaux, les États généraux, qui
sont des organes d'État, en fait, qui sont un moyen de régulation du pouvoir et des contestations du pouvoir également. Est-ce que les pratiques conciliaires, et je dirais même plus loin, les pratiques de vote, parce qu'on votait dans l'Église, on votait pour les évêques, pour le pape, on est bien placé pour le savoir en ce moment, est-ce que ces pratiques de vote, ces pratiques conciliaires ont imprégné le monde laïque? Les États, enfin ce qu'on appelle les États représentatifs, les États généraux, tout ça, c'est plus compliqué l'origine. Parce que ça part quand même du fait que dans le système féodal, le seigneur a un conseil. Et qui est celui de ses vassaux. Et les vassaux doivent le conseil au seigneur et le seigneur doit consulter ses vassaux. Ça renvoie à des pratiques germaniques traditionnelles, je dirais presque tribales. Hein. C'est le b.a.-ba du fonctionnement, et ça doit exister dans pas mal de sociétés. Hein. C'est pas propre aux sociétés occidentales. Et ça, c'est resté un phénomène important. Le roi consulte toujours son conseil, ses vassaux, etc. Progressivement, ça s'est mélangé avec des procédures qui sont effectivement empruntées à l'Église et au droit romain. Les représentants au Parlement ou les représentants aux États généraux sont considérés comme des procureurs et ils ont les pouvoirs du procureur définis par le droit romain. Parce que s'ils n'avaient pas ces pouvoirs, ils n'engageraient pas ceux qui les ont envoyés. Je peux aller là et voter l'impôt. Les gens disent ensuite « Ah ben on ne vous a pas envoyé pour voter l'impôt, on n'est pas tenu par vos décisions ». Donc il fallait que ces principes juridiques soient introduits et que toute une jurisprudence s'applique à l'ensemble des États. Oui, Christine Baralis. Effectivement, la création même des États ne s'inspire pas de l'Église, mais ensuite, pour faire fonctionner ces États, ils ont emprunté à l'Église un certain nombre de techniques, les techniques de vote, mais en fait, même d'ailleurs, les techniques de vote, c'est plus complexe, parce que ça fait très longtemps qu'elles ont infusé la société laïque au moment où les États apparaissent. Le vote se pratique, comme vous l'avez dit, depuis de nombreux siècles dans l'Église, dans les communautés ecclésiastique, mais il infuse aussi largement la communauté civile à partir du XIIe, XIIIe siècle, à travers notamment les assemblées urbaines, le fonctionnement des gouvernements urbains, à travers aussi tout ce qui est les assemblées de métiers. La création de ce qu'on appelle à l'époque moderne les corporations, c'est-à-dire ces groupements de métiers des artisans, des marchands, à travers aussi les confréries. Donc à travers en fait tous ces groupes, tout ce qu'on pourrait appeler ces types d'associations qu'on voit se multiplier à partir du XIIe siècle, pratiquent justement largement cette question du vote, du pouvoir en assemblée. Et donc la société civile est largement acculturée à ces méthodes au moment où se mettent en place les assemblées d'État, par exemple en France au XIVe siècle. Par contre, donc le vote, ça, voilà, c'est une influence indirecte, on va dire. Dans un certain nombre d'autres techniques, comme par exemple effectivement les écrits de procuration, c'est-à-dire les mandats qu'on donne aux procureurs qui vont dans les assemblées et qui définissent quel pouvoir ont-ils, jusqu'à où peuvent-ils engager leurs mandants ? C'est-à-dire, ont-ils le droit de voter l'impôt ? De voter l'impôt ou pas ? Et dans quelles limites ? Ça, effectivement, là, on voit bien que ces assemblées s'inspirent directement des pratiques qui ont lieu dans l'Église, qui ont été définies, qui se sont développées dans l'Église au cours des XIIIe, XIVe siècles. Puis les procédures de vote sont extrêmement diverses. Ça peut être extraordinairement compliqué, comme à Florence, avec plusieurs échelons, des tirages au sort, etc. Ou le Parlement anglais, par contre, qui a fonctionné pendant tout le Moyen Âge, et même jusqu'au début de l'époque moderne, on faisait ce qu'on appelait des divisions. Ceux qui étaient pour allaient à gauche, ceux qui étaient contre allaient à droite. On votait avec ses pieds, on bougeait, parce que comme ça, il ne pouvait pas y avoir de contestation, de faussaires, etc. Voilà. Donc c'est très différent d'un endroit à l'autre, ce n'est pas toujours très ecclésiastique. Oui, mais cette diversité existe aussi dans le monde ecclésiastique, le vote majoritaire, le vote élitaire, la senior pars. Oui, effectivement. Et ça, ce sont des choses qui se sont progressivement affinées, on va dire, à partir du XIIIe siècle, qui est le grand siècle des élections, notamment épiscopales, dans l'Église. C'est un autre effet de la réforme grégorienne, où justement les grégoriens ont voulu restaurer pleinement l'élection des évêques par leurs chanoines et l'élection des abbés par leurs moines. Et du coup, on voit se multiplier et s'affiner
les pratiques de vote. Et là, on a un droit qui se développe, en particulier dans la première moitié du XIIIe siècle, qui précise justement comment on décide qu'un vote est valable, déjà, donc qui a le droit de voter, comment on convoque les gens, et puis ensuite, comment décide-t-on de la décision finale. Vous avez évoqué effectivement, il y a ce grand débat entre senior pars, c'est-à-dire finalement le vote, ceux qui doivent avoir la primauté dans le vote, ce sont ceux qui sont les plus sages, les plus expérimentés, les plus anciens, les plus savants. Et donc ça n'est pas forcément la majorité numérique, ou bien la major pars, donc là c'est la majorité numérique. Et il y a un débat constant en fait que l'Église n'a pas totalement tranché, c'est le moins qu'on puisse dire, entre ces deux principes qu'on essaie toujours en fait de concilier. L'idéal de l'Église, c'est d'arriver à ce que major et senior pars soient les mêmes. Il faut bien voir aussi que très souvent il y a une élection qui est parfaitement correcte et puis il y a une entente. Et là on retrouve aussi le problème Église-État. Il y a une entente entre le pape et le roi. Et ce n'est pas du tout celui qui a été élu qui devient évêque, mais c'est celui qui est imposé par collation apostolique, par le pape, parce que le roi lui a demandé et qu'il lui fait une fleur, en quelque sorte. Mais il y a une contrepartie, évidemment, toujours. Et là, on retrouve votre papauté d'Avignon, puisque justement, ça, c'est quelque chose qui... Vous anticipez absolument toutes mes questions. Je vous en prie. La papauté d'Avignon, quel rôle joue cette papauté d'Avignon? Donc, la papauté quitte Rome, nous sommes au début du XIVe siècle, parce que Rome est devenue invivable, et s'installe à Avignon avec une administration, une fiscalité, des fonctionnaires. Voilà. En fait, l'époque de la papauté d'Avignon, donc en gros les 3 premiers quarts du XIVe siècle, c'est le moment justement où on voit un développement considérable, encore plus fort qu'avant et vraiment exponentiel, à la fois de l'administration pontificale, de la fiscalité pontificale et plus largement de l'autorité pontificale sur l'Église. Et c'est particulièrement fort en France parce que justement, comme les papes sont à Avignon, qui n'est pas en France à l'époque, rappelons-le, qui est hors du royaume, mais très proche du royaume, comme surtout les papes d'Avignon sont beaucoup des papes qui appartiennent à des familles originaires du royaume, ou ont des liens avec de grandes familles du royaume, ils sont en partie proches des rois de France. Alors, ils ne sont pas toujours sur la même ligne que les rois de France, disons-le quand même. Il y a parfois sur la même ligne que le roi d'Angleterre, d'ailleurs. Exactement. Mais globalement, il y a un dialogue qui s'approfondit vraiment de façon claire entre rois de France et papes. Et c'est un moment où, en fait, les papes nomment de plus en plus les évêques, interviennent de plus en plus dans les nominations des clercs. Ils nomment de plus en plus d'évêques, de plus en plus d'abbés. Ils nomment même à des bénéfices inférieurs, à beaucoup de canonicats, même à des simples cures de paroisse. C'est ce qu'on appelle l'interventionnisme bénéficial du pape, c'est-à-dire voilà, qu'au lieu que les clercs soient nommés selon les procédures habituelles, c'est-à-dire l'évêque nomme les chanoines, l'abbé est élu par ses moines, le prêtre est nommé par l'évêque, et bien de plus en plus le pape intervient dans ces nominations et nomme directement. Et comme l'a dit effectivement Jean-Philippe Genet, eh bien, un certain nombre de ces nominations, en fait, il le fait sur la requête de puissants princes, et c'est un échange politique, en fait. Donc, cette papauté d'Avignon a vraiment marqué une explosion, en fait, de ce type de pratique. Et donc, ça signifie que là aussi, on est dans un processus de centralisation de la papauté. Le terme n'est pas anachronique. Non. Et que le futur État moderne va lui aussi copier ? Je ne dirais pas forcément. Sur le processus de centralisation, chaque État fait comme il peut. La loi générale, c'est la maximalisation du pouvoir du prince. Mais voilà, il y a des hauts et des bas. C'est pas un processus linéaire. On croit toujours que le pouvoir des rois de France est accru. Ceux des rois de France à la fin du XIVe ou au XVe siècle, il est considérablement affaibli par rapport à ceux de la fin du XIIIe. Voilà, c'est pas un processus simple. C'est la même chose en Angleterre. Il y a des périodes de force, des périodes de faiblesse, parce que dans la mesure où le pouvoir du souverain s'étend, il crée aussi des rivaux.
Et dans le cas de la France, on voit très bien le rôle des principautés à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, la Bretagne, le duc de Bourbon, le duc de Bourgogne, qui profitent tous de la guerre de Cent Ans d'une façon ou de l'autre. Et en Angleterre, on a des processus un peu différents parce que ce n'est pas organisé de la même façon, mais là aussi, des luttes de partis qui affaiblissent grandement le pouvoir royal. Et il y aura une reprise en main au début du XVIe siècle. Alors, de manière très courte, parce qu'il nous reste 8 minutes et j'ai encore quelques questions. Et alors là, justement, en fait, l'Église intervient d'une manière qui ne soutient pas toujours forcément la centralisation en faveur du roi, parce que, par exemple, au XVe siècle, l'Église va aussi passer, le pape va passer des accords avec, par exemple, le duc de Bretagne, pour que les évêques en Bretagne, en fait, soient nommés à la volonté plus ou moins du duc, et ce qui ne va pas du tout aider le roi de France. Il y a des cardinaux bretons, il y a des cardinaux bourguignons. Donc, Alors, je voudrais terminer sur une idée que vous développez aussi de toute une partie de votre livre Église et État, Église ou État. C'est d'ailleurs une forme de paradoxe, parce que depuis le début de l'émission, on explique que d'un côté il y a l'Église, de l'autre côté il y a l'État à la suite de la réforme grégorienne, mais il y a une imbrication en fond. Et cette imbrication, on la voit dans des personnages, même les chanoines. Vous avez 2 ou 3 chapitres qui sont consacrés à la place des chanoines dans les appareils d'État. Ce sont des fonctionnaires qui ont en quelque sorte une double vie professionnelle, qui sont à la fois des hommes d'Église et des hommes d'État. Et le meilleur exemple, évidemment, c'est Richelieu. Oui, mais pratiquement tous les cardinaux français ou anglais, ce sont des nominations royales, de fait. Donc, c'est une tradition d'ensemble. Je voudrais juste, pour rajouter une petite chose, pour bien montrer cette imbrication, il faut bien se représenter quand même, quand on pense à l'Église médiévale, que toute une série de choses qu'on considère aujourd'hui comme naturellement appartenant à l'État sont, de fait, exécutées. Ça fonctionne avec l'Église. Tout l'État civil, tout ce qui décide qui est légitime, bâtard, etc., tout ce qui est la charité, tout ce qui est donc la santé d'une certaine façon, les hôpitaux, les écoles, tout ça c'est l'Église. Donc le fonctionnement entre l'Église et l'État, l'État dépend en quelque sorte du bon fonctionnement de tout ça. Et il veille à ce que ça marche bien. L'Église est aidée dans toutes ses fonctions par l'État. Les justices royales et ecclésiastiques fonctionnent en symbiose. Donc beaucoup de choses fonctionnent de fait ensemble. Et l'État bénéficie beaucoup aussi du pouvoir symbolique de l'Église. Vous évoquiez Richelieu, le fait que le principal homme d'État dans la France monarchique du XVIIe siècle soit un homme d'Église, ça apporte en quelque sorte la caution de l'Église aux yeux de l'opinion, aux yeux des citoyens, des sujets qui sont aussi des chrétiens. Vous vouliez réagir Au fond, est-ce qu'on peut dire que les clercs et les laïcs parlent la même langue ? Les clercs parlent latin. Au-delà de la langue, oui, voilà. Au-delà de la langue, ils ont. C'est ce dont témoigne le changement de sens du mot clerc. Oui. Parce que clerc au Moyen Âge, c'est celui qui sait écrire. Oui. Et c'est pratiquement toujours un ecclésiastique. Oui. Tandis que quand on est à la fin du Moyen Âge, le clerc, il sait écrire sans doute, mais les laïcs, il y en a aussi beaucoup qui savent écrire. Donc c'est plus ça qui fait la distinction. C'est effectivement l'état juridique de clerc appartenant à l'Église et laïque. Mais on peut dire que les 2 pouvoirs parlent la même langue, parce qu'ils s'appuient tous les 2 sur les mêmes fondements idéologiques. Ils légitiment, que ce soit le pouvoir royal ou le pouvoir pontifical, ils s'appuient sur les mêmes éléments de légitimité. Le seul domaine qui reste quand même celui de l'Église, c'est celui du salut. Et les réformes vont effectivement essayer d'accentuer ça en réservant vraiment cet aspect-là, en le coupant du reste. Et oui, je vous en prie. Justement, en parlant de même dialogue, on peut évoquer notamment, puisque vous avez commencé en disant que l'État moderne, on le voit apparaître, les premiers prémices, c'est à partir de Philippe le Bel, justement, un des éléments majeurs qu'a montré l'historiographie de ces dernières années, à travers notamment les travaux de Julien Théry, c'est la pontificalisation du pouvoir royal à l'époque de Philippe le Bel, c'est-à-dire la manière dont la royauté s'est emparée en fait des éléments de discours, des éléments de légitimité construits par le pouvoir pontifical
pour nourrir en fait son propre discours et sa propre légitimité. Donc là, on peut bien dire que le roi et le pape ont le même discours, même s'ils l'utilisent en bardie l'un contre l'autre. Est-ce qu'on peut dire, et ça sera le mot de la fin puisqu'il nous reste 3 minutes, que la séparation véritable des deux ordres, la distinction, eh bien, est très tardive, elle n'apparaît qu'au XVIIIe, XIXe siècle? En tout cas, la papauté n'a pas renoncé à ses prétentions dans ce domaine. Elle ne l'a jamais fait. La bulle de condamnation d'Élisabeth, reine d'Angleterre, quand elle opte finalement, parce que ce n'était pas joué d'avance, quand elle opte pour effectivement le anglicanisme, elle reprend des termes qui sont ceux du XIIIe siècle. Il n'y a pas eu de changement de l'Église là-dessus. Et je ne suis pas sûr que si on grattait bien, on ne trouverait pas encore des éléments de langage qui remontent à la réforme grégorienne. Les seuls qui ont rompu vraiment avec la réforme grégorienne, catégoriquement, ce sont les protestants. Et on voit bien dans les hésitations de l'Église aujourd'hui sur le célibat des prêtres, qui vous montre qu'on est encore en plein dans ce débat et qu'on n'est encore pas revenu au-delà de ce qu'a apporté la réforme grégorienne. Christine Barrialis, le mot de la fin? Je pense que nous avons dit l'essentiel. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus traiter de ce sujet complexe, mais qui est très intéressant à la mesure où il fait le lien avec énormément d'émissions que nous avons enregistrées. Vous venez d'évoquer Julien Terry, je l'ai reçu sur ce plateau. On a évoqué la théocratie pontificale avec lui. Nous avons parlé des chanoines, nous avons consacré une émission aux chanoines. Évidemment, la réforme grégorienne, plusieurs émissions ont été consacrées à cette réforme. Église et État, Église ou État, paru aux presses universitaires de la Sorbonne et à l'école française de Rome, donc les clercs et la jeunesse de l'État moderne, sous la direction donc de vous, Christine Barrialis, Jean-Philippe Jeunet, Jean-Patrice Boudet et Fabrice Delivray. C'est un livre qui s'inscrit dans une longue collection sur le pouvoir symbolique en Occident. Il y a pas moins de 12 tomes, je n'en ai personnellement que 3. Pour préparer cette émission, j'ai aussi utilisé un ouvrage, alors malheureusement qu'on ne trouve plus sinon qu'en occasion, Église et État dans la genèse de l'État moderne. C'est un ouvrage qui a été publié par la bibliothèque de la Casa de Velázquez à Madrid en 1986, et j'ai essayé de trouver un ouvrage récent. Alors j'ai trouvé un ouvrage récent qui est, j'en suis désolé, mais en anglais. Donc pour ceux qui parlent anglais, je vous le conseille. Donc Sacred Foundations, The Religious and Medieval Roots of the European States, les routes religieuses et médiévales de l'État européen, d'Anna Grismala-Bus. Donc Grismala, je vous le remontre une dernière fois, mais vous trouverez ça sans aucun problème sur Internet. Donc c'est une édition de Princeton. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre sur KTO TV pour ktotv.com afin de découvrir toutes les émissions que nous avons pu évoquer. Voilà, Julien Terry, la réforme grégorienne, etc. Et n'hésitez pas à rejoindre aussi nos partenaires de Storia Voce. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.